Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la journaliste Emmanuelle Anison. Bonjour Emmanuelle Anison. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes grand reporter au Nouvel Obs, qui a retrouvé son nouvel, donc son ancien nom. Exactement, nouvelle formule. À lire, effectivement. On va parler avec vous de l'affaire Madame. C'est le titre de votre livre qui paraît aujourd'hui chez Studio Fact Édition. J'en montre la couverture à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Alors la dame en question, c'est la première dame, Brigitte Macron, cible d'une fake news qui a la peau dure depuis des années. La première dame n'en serait pas une. Les rumeurs les plus folles et même les plus invraisemblables courent sur son identité et pas seulement sexuelle. En résumé, Emmanuelle Anison, c'est quoi l'affaire Madame ? Alors l'affaire Madame, c'est le 10 décembre 2021, une émission sur une chaîne YouTube complètement inconnue, d'une médium. Assez ésotérique, on peut le dire. Voilà, Oui. qui reçoit une femme qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui est cachée sur une photo, avec un grand chapeau, des lunettes noires, qui explique qu'elle est journaliste d'investigation indépendante, qu'elle a travaillé pendant 3 ans et qu'elle peut révéler preuves à l'appui que Brigitte Macron est un homme, qu'elle est en fait son frère, Jean-Michel. Alors, cette chaîne aurait pu, et cette émission aurait pu, qui a duré 4 heures, aurait pu rester complètement dans les limbes d'Internet, comme il y en a tant, sauf que elle franchit toutes les frontières, elle est relayée, vue par des centaines de milliers de personnes, elle dépasse complètement le monde complotiste, elle arrive dans une sphère beaucoup plus large, et elle est tellement reprise que Brigitte Macron est obligée de s'exprimer un mois après sur TF1 puis sur RTL pour dire qu'elle n'est pas un homme, et puis pour dire qu'elle va attaquer en diffamation. Et cette affaire a un tel écho qu'elle est même reprise à l'étranger. Elle fait l'objet d'une dépêche Reuters et elle est reprise dans plusieurs pays à l'étranger comme une information importante. Donc ça m'a semblé être quelque chose, une affaire tellement énorme en fait, Oui. tellement exceptionnelle puisqu'elle touche le plus haut sommet de l'État et qu'en plus elle est incarnée par cette femme, Natacha Ray, dès le départ. Je trouvais que c'était intéressant de s'y plonger. Alors, il se trouve qu'en fait, la rumeur courait avant l'enquête de Natacha Ray, dès l'élection d'Emmanuel Macron. En réalité, on verra que des rumeurs similaires ont touché d'autres femmes politiques à l'étranger. Et alors, le cœur de votre livre, c'est que pendant plus de 2 ans, vous avez suivi Natacha Ray. Il a été difficile d'entrer en contact avec elle parce que vous allez nous expliquer, vous la classez comme une défiante. Mais d'abord, en 2 mots, Natacha Ray, qui est-elle, cette femme ? Alors Natacha Ray, au moment où elle fait cette émission en 2021, elle a 51 ans. C'est une jolie femme qui vit dans le sud-ouest de la France, qui a une enfance totalement normale, qui voulait être artiste, chanteuse, qui écrivait des textes, qui a beaucoup lu, qui est assez cultivée et qui peu à peu, comme beaucoup et de plus en plus de gens, s'est installée dans une défiance vis-à-vis des institutions, des politiques. Elle ne votait pas, à part pour les partis qui défendaient les animaux, parce que c'est quelqu'un qui est très investi dans la défense animale. Elle, au moment des Gilets jaunes, elle a soutenu les Gilets jaunes. Au moment du Covid, elle a exprimé de manière assez virulente sa défiance sur le vaccin sur Facebook. Donc c'est quelqu'un qui, peu à peu, en fait, s'est éloigné, on va dire, du système politique et un moment aussi un peu de fragilité dans son existence, puisque finalement cette affaire Madame va combler toute sa vie pratiquement, à un moment où ça va pas très fort finalement pour elle. Il y a une espèce de circonstance en fait dans son existence. C'est-à-dire qu'au moment où je la rencontre, en fait, elle a donc quitté son ami, et c'est vrai qu'elle a passé beaucoup de temps sur Internet, et peu à peu, au moment où j'ai rencontré, j'ai vraiment senti que cette affaire l'avait complètement happée. Elle y a dédié sa vie, elle y a dédié ces dernières années. Elle travaillait à 100% sur cette affaire, surtout que elle s'est retrouvée entourée de plein de gens qui l'ont aidée et qui l'ont sans doute qui ont contribué à ce qu'elle reste complètement dans cet univers. Alors vous dites qu'aujourd'hui prospère une brigittologie qui développe des théories alors extrêmement élaborées à propos de Brigitte Macron. Je vais citer quelques-unes des questions auxquelles c'est défiant, parce que malgré tout, vous les appelez pas complotistes, vous les appelez défiants. Vous avez du respect quand même pour ces personnes, parce que malgré tout, il y a une logique derrière tout ça. Je vais citer quelques-unes des questions et des théories quand même qu'ils mettent sur la table. Et si Jean-Michel et Brigitte Trogneux, son frère donc, ne faisaient en réalité qu'un, ou bien Brigitte est bien la sœur de Jean-Michel, mais Brigitte en réalité serait décédée, Jean-Michel aurait usurpé son identité, pris sa place en quelque sorte, après avoir changé de sexe et avec l'accord de leurs parents. Autre théorie, alors là vraiment on franchit tous les caps, Brigitte Macron serait en réalité le père d'Emmanuel Macron et sa mère serait une descendante Rothschild. C'est complètement fascinant quand même.
Oui, alors mais quand on les accompagne de l'intérieur, et là je reviens justement à ce que vous disiez, je les appelle défiants parce que contrairement à ce qu'on pourrait dire, et c'est ce que beaucoup de gens disent, ce sont pas juste des gens avec 2 neurones d'extrême droite, et puis d'extrême gauche d'ailleurs. Et c'est facile. Oui. En fait, d'abord il y a de tout. Et surtout des gens qui sont complètement détachés de la politique, on va dire traditionnelle. Il y a pas on peut pas les décrire avec une grille de lecture classique. Et puis, ce sont des gens qui ont un travail, qui sont insérés dans la société. J'ai vu une banquière, j'ai vu il y a un assureur, une hôtesse de l'air, un jeune entrepreneur en événementiel culturel. Voilà, donc on a affaire, et c'est pour ça que c'est important pour moi de pas mettre complotiste, parce que on a affaire à des gens qui ont d'abord des degrés de défiance différents, Oui. et puis qui sont comme vous et moi, insérés dans la société et qui réfléchissent. Et comment on en arrive à des thèses aussi dingues? Eh bien, parce qu'il y a une espèce de logique implacable qui fait qu'on part au départ de suppositions, c'est-à-dire il y a du mensonge, et il peut y en avoir du mensonge dans cette histoire. Il y a du silence, et il y a du silence, évidemment, comme souvent dans toutes les histoires familiales. Et à partir de là, on brode, on cherche. Donc, par exemple, Natacha Arès se dit, alors, si Brigitte Macron est le père des enfants, qui est la mère. Alors, il faut trouver la mère. Et donc, à ce moment-là, on élabore une nouvelle théorie. Et en fait, une nouvelle théorie en amène une autre, Et c'est là qu'on arrive à des thèses absolument folles. Alors, on va pas donner tous les détails, il faudra les lire dans votre livre, mais ce qui ressort quand même, qui est assez intéressant, vous citez l'un des amis de Natacha Arès que vous avez rencontré, qui vous dit, mais au fond, ils sont assez indignés qu'on les accuse d'être transphobes, parce que pour eux, ils disent finalement, l'identité sexuelle de Brigitte Macron, après tout, c'est pas tellement leur sujet. Il dit, la question, c'est celle de la vérité. Et il y a quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans leurs propos, Emmanuel Anison, ils vous disent l'impunité mondiale des puissants qui serait en fait dégénérée moralement et donc sexuellement. Et finalement, c'est cette histoire du mensonge et de la protection de l'entre-soi finalement qui les indigne avant tout. C'est ça, et là aussi c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que ça nous pose question collectivement. Oui. C'est-à-dire que autant on en arrive à des histoires et des théories complètement absurdes et folles, autant le terreau qui nourrit au départ cette dérive, il est là. C'est-à-dire que oui, sans doute que collectivement les puissants ont échappé à la justice plus que d'autres. On vous parle beaucoup de l'affaire Epstein notamment, par exemple. Exactement. L'affaire Epstein est une affaire qui est extrêmement présente tout au long du livre, on m'en a parlé de ces années. Oui. Donc, qui est effectivement l'histoire de quelqu'un, un Américain, homme d'affaires, qui a organisé un trafic sexuel avec des jeunes filles, et des noms très puissants circulent, dont celui du prince Andrew, qui a eu des soucis et qui a été destitué par sa mère. La reine d'Angleterre. Et donc voilà, et Epstein s'est suicidé en cellule. Son correspondant français s'est suicidé en cellule, et ça soulève évidemment beaucoup de questions et beaucoup de fantasmes. Alors il y a Brigitte Macron, mais on l'a dit, il y a 10 ans aussi aux États-Unis, Michelle Obama avait été victime d'une diffamation absolument identique. Michelle Obama serait en réalité un homme. Voilà la rumeur qui prospérait aux États-Unis. Il se trouve que Begoña Gómez, la compagne de Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, victime exactement de la même diffamation, Jacinda Ardern, Premier ministre néo-zélandaise, et vous dites qu'en fait c'est un phénomène mondial. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte que cette idée que l'élite a des valeurs inversées, que dévoyées, et que elle est internationale. Et quand je dis à Natacha, mais vous voyez bien que puisqu'il y en a partout, en fait, entre guillemets, des rumeurs comme ça, ça veut bien dire qu'on est juste face à une défiance générale vis-à-vis des politiques. Elle me répond non, ça veut dire qu'il y a des trans à la tête des États partout, et que donc cette inversion et ce dévoiement des élites est bien partout. Et donc c'est là qu'on se rend compte que c'est extrêmement compliqué d'argumenter et de discuter. Et qu'est-ce qu'on pense, au final, on terminera là-dessus, Emmanuel Anison, la stratégie du silence de Brigitte Macron, finalement, qui répond assez peu aux accusations. Il y aura un procès en mars 2025, mais malgré tout, il n'y a pas tellement de volonté de riposter. C'est une stratégie qui est différente de celle de Michelle Obama, qui, elle, a beaucoup communiqué sur son enfance, a écrit, a laissé des commentaires, a fait parler sa famille. Effectivement, là, on est face à un silence de Brigitte Macron, d'une famille qui ne parle pas. Alors après, chaque option se défend. On peut estimer qu'on ne doit pas nourrir la machine, et c'est effectivement le positionnement de la famille de Brigitte Macron. Après,
tout ce fantasme est lié, on va dire, au mensonge et au silence des élites, moi, il me semble que la transparence dans une ère telle qu'aujourd'hui, avec des gens qui sont extrêmement informés et où l'information est partout, il me semble que la transparence est peut-être plus intéressante et en tout cas l'exemplarité. Merci Emmanuelle Anison d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Je redonne le titre de votre ouvrage, L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news, qui paraît donc ce jour chez Studio Fact Édition. Merci d'être venue sur Europe 1. Bonne journée à vous.